Nous avons pu, il y a un peu plus d'1 an maintenant, accueillir Aurélien Regard à l'occasion d'un Extra Life dans lequel il nous parlait de The Next Penelope, un titre développé entièrement seul sur lequel il travaillait encore à l'époque. Il travaille en ce moment sur son jeu tout seul qui s'appelle The Next Penelope. 1 mois après la sortie du jeu en accès anticipé, il nous paraissait opportun de rediscuter un peu avec le même Aurélien, alors on l'a fait. L'occasion de revenir sur cet accès anticipé justement, qui n'était pas spécialement prévu lors de notre dernière rencontre et qui s'est mis en place de manière assez particulière. En gros oui, l'Early Access elle est particulière dans la mesure où c'est le jeu complet, donc c'est pas très courant. En fait ce qui s'est passé c'est que le jeu qui est sorti là en Early Access c'est le jeu qui était prévu au départ. C'était un jeu qui était solo uniquement et court et avec une histoire et puis voilà tu termines le jeu. Et à la PAX, à la Gamescom, comme le jeu vu de loin, il a des petites voitures de toutes les couleurs, le premier truc auquel les gens ont pensé, avant même de s'intéresser à s'il y avait des armes, une histoire, des trucs différents par rapport aux autres jeux, c'était « Ouah, cool, on va pouvoir jouer à 4 ». Ce qui était un problème vu qu'il n'y avait pas de guide prévu du tout, et j'avais vachement envie de le faire du coup, parce que voilà, c'est enthousiasmant, des gens qui commencent à... ils avaient des idées et tout, et du coup t'as envie de le faire. Depuis le début, je savais bien que il y aurait eu cette histoire de multi à un moment donné parce que depuis le début on m'en parlait. Donc voilà, donc c'était une manière de sortir le jeu, déjà de faire une étape parce que quand tu bosses tout seul sur le projet, c'est bien qu'il y ait des contraintes qui te forcent à sortir les différents morceaux du jeu. Et donc voilà, donc le mode solo a été mis, ça me permet d'essayer de toucher un petit peu des sous pour continuer de développer le multi. Par contre là où c'était une bonne surprise, c'est que l'Early Access s'est un peu transformé en vrai Early Access, dans la mesure où, encore une fois, elle contient le jeu complet, mais je vais rajouter encore des choses, même pour le solo, suite au retour des gens, parce que j'ai vachement de chance depuis le début. Les retours des gens, non seulement ils sont très positifs, mais surtout ils sont très constructifs. Les gens ont plein d'idées sur qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce qui manque comme type de mission, type de mode de jeu. Et c'est vrai que c'est un jeu où il n'y a pas de score, il n'y avait pas de time trial. Parce que, encore une fois, le but à la base de Penelope, c'était de s'éloigner le plus possible d'un jeu de course classique. Maintenant qu'il y a tout ce qui est pas classique, c'est vrai que c'est marrant en fait. Enfin là maintenant à la maison, c'est pas encore dans le build, mais à la maison j'ai des time trials et j'ai des choses basées sur le score qui sont peut-être plus proches de par moment de Geometry Wars avec des combos et des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est très marrant et en bonus, une fois que tu as terminé le jeu à débloquer, c'est chouette parce que ça fait du biscuit pour les gens qui se donnent la peine de terminer le jeu. Donc voilà, donc ça permet de rajouter un peu d'amour au jeu. Avant de se lancer en solo, Aurélien était un des fondateurs du studio Arkido, qui a sorti des jeux comme Nervous Breakdown ou Hell Yeah. Une petite structure certes, mais toujours immense en comparaison du travail en solitaire accompli sur The Next Penelope. Un cas de figure assez extrême et évidemment très lourd à porter, qui a ses avantages comme ses inconvénients. Le fait de faire le jeu tout seul pour Penelope, c'est quelque chose dont j'avais très envie dans ce second temps. Dans un premier temps, c'était une contrainte de ne pas avoir le blé de remonter un vrai studio en équipe, parce que l'idée première, c'était quand même de faire une boîte à 3 avant de partir tout seul. Et puis surtout, c'est pas un modèle de vie. Si jamais il y a quelqu'un qui regarde ça et qui se dit « ouais, je vais faire mon jeu tout seul et tout », prépare-toi à dormir une nuit sur 2, mais vraiment, sans déconner, à bosser 7 jours sur 7. Tu vis 100%, tu manges, tu dors et tu fais caca ton jeu, quoi. C'est quelque chose que tu peux pas tenir sur plusieurs années, je pense. Enfin, là, ça fera 2 ans. C'est exactement ce que je voulais faire. Ça se passe exactement comme il faut. Et j'y vois aucune contrainte, aucune réelle contrainte, parce que je sais que c'est temporaire. Mais c'est infaisable sur le long terme. C'est pas, tu peux pas. Mais à côté de ça, le fait d'avoir le contrôle sur ce que tu fais, notamment sur la communication, le fait de pouvoir promettre que des choses que tu peux tenir, d'avoir un rapport humain avec les gens, ça assouplit et ça enlève un peu tous les tracas que tu peux avoir à faire le jeu tout seul. Moi, j'apprécie énormément ça. On pourrait alors se demander si une solution intermédiaire est envisageable, quelque part entre le développement en solitaire et son équivalent en studio avec le soutien d'un éditeur. Non, j'ai peur que la solution intermédiaire soit pas très bonne en fait. Être 2 ou 3 par exemple, ça me paraît pas idéal. Parce que soit tu t'appuies sur des gens de confiance avec un éditeur, j'ai rien contre les... J'en voulais pas pour Penelope, j'en ai pas, mais les éditeurs ont Enfin, quand ils font du bon taf, ils sont indispensables. Et le fait de pouvoir te reposer sur des gens qui vont faire du taf carré avec toi, où tu vas te sentir accompagné, c'est très précieux. J'ai peur qu'à 2 ou 3, tu sois exactement dans la situation intermédiaire où tout le monde prend quand même des emmerdes tout le temps dessus. Personne ne dort, et le temps de communication entre les gens, je suis pas sûr qu'il fasse que ce soit plus rapide que faire tout seul en fait.
parce que le fait de faire 0 réunion, de pas faire de bilan jamais, de pouvoir changer de direction quand t'as envie sur un coup de tête, ça rend tout plus fluide et plus rapide en fait aussi. Typiquement là, le temps que j'ai mis à faire Penelope, j'ai pas mis plus de temps que si on l'avait fait à Arkedo. Et on n'était pas inefficace. C'est juste que ça t'enlève beaucoup de travail aussi de pas avoir tout le temps à communiquer et avec un producteur chez ton éditeur et avec une équipe. J'ai pas besoin de faire de schéma pour un programmeur pour lui dire voilà comment j'aimerais que ce soit. J'ai pas besoin de pousser les idées jusqu'au bout si je vois que ça marche pas parce que j'ai mauvaise conscience par rapport au travail que j'ai fait faire à quelqu'un. Mais en fait, l'idée ne marche pas, mais il faudrait au moins aller jusqu'au bout pour pas l'avoir fait bosser pour rien, pour qu'on sache quand même, on sait jamais, peut-être qu'on peut sauver quand même cette idée. Le fait de sabrer tout plus vite, voilà, d'être plus réactif, c'est pas plus long de faire tout seul que de faire à 3. Par contre, 5-6, ouais, là, on commence à être bien. Quand tu fais ton jeu tout seul ou quand tu fais un jeu à 2-3, ça tient tellement sur la personnalité des gens. Moi, j'ai un problème maladif à être contrôle fric. Hein. C'est un truc, s'il y a une image qui sort qui est pas comme je voulais, je vais vraiment mal dormir, tu vois. Le fait de faire le jeu tout seul, ça répond aussi à des névroses que j'ai et qui me permettent d'être comme un poisson dans l'eau, tu vois. Et puis ça dépend de quel genre de jeu tu fais. Si tu fais un jeu où il n'y a pas d'histoire, pas d'univers, où il n'y a pas d'affect sur le jeu, c'est plus des mécaniques brillantes de puzzle game ou des choses comme ça, t'as peut-être moins, tu projettes aussi peut-être moins tes références, tes goûts dans ce que tu fais, et du coup t'es peut-être moins aussi à fleur de peau sur vouloir tout contrôler. Non, il y a sûrement moyen. Avec ma personnalité en tout cas, je pense que c'est soit en équipe, une vraie équipe, soit tout seul. Ouais. Une meilleure solution personnelle donc, qui n'est pas passée en l'occurrence par le financement participatif, comme c'est très souvent le cas chez les indépendants de nos jours. Moi, je me suis jamais posé la question de Kickstarter et je me la poserai sûrement jamais. C'est pas mon truc parce que mon moteur principal, c'est quand même de faire le jeu que j'ai envie de faire. Donc à partir de là, il y a un truc très égoïste. Et surtout, j'ai montré le jeu assez tard aussi, même si autour de moi, les gens ont l'impression que j'en parle depuis des années. J'ai montré le jeu, il y avait déjà un an de développement dessus. Et Kickstarter est pas fait pour ça. Kickstarter, c'est des promesses avec un proto, des artworks, et le jeu peut encore être n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la vision n'est pas claire en fait du projet. C'est si on récolte les sous, on fera sûrement un truc dans ce goût-là, et puis on a tel musicien japonais très connu qu'on veut mettre dessus, et puis tel ancien game designer qui a pas fait de jeu depuis 20 ans, où il fera un featuring et ce sera cool. Moi je savais ce que je voulais faire, et je rajoute les retours des gens par-dessus. C'est pas le même procédé, et je rajoute les retours parce que je les trouve cool. Et les gens s'attendent même pas à ce que les retours soient dedans. Enfin, j'ai jamais écrit on fera le jeu tous ensemble. Le seul truc pour lequel je l'ai écrit, c'est là pour le mode multi. Parce que faire un mode multi tout seul, à un moment donné, je ne vais pas tenir les 4 pads. Donc là, effectivement, on va le faire ensemble, mais on va le faire ensemble avec voilà, les 50 personnes qui suivent le jeu depuis longtemps, qui l'ont retourné dans tous les sens, qui continuent d'y jouer, qui sont à 200 heures dessus, les pauvres, et qui travaillent pas pour moi. Et même si c'est gentil, c'est plus que gentil, c'est vraiment adorable le temps qu'ils y passent. Ils savent que j'écoute ce qu'ils disent parce que je leur réponds tout le temps. Mais en même temps, il n'y a pas une promesse, il n'y a pas un truc tacite de c'est pas parce que tu vas passer 20 heures à m'écrire un doc de 60 pages que je vais trouver les idées dedans bonnes. Pas très emballé par le financement participatif du côté créateur donc. Et du côté client, ça donne quoi? Je back sur Indiegogo, pas sur Kickstarter. C'est pas une histoire de paroisse, mais c'est juste que la plupart des projets sur Indiegogo sont des projets qui se feraient pas sans Indiegogo. Alors que Kickstarter, c'est l'étape 1 d'un plan marketing en 27 étapes, où la seconde étape sera de lever des fonds et de trouver un éditeur après avoir dit que tu voulais t'en passer. Ouais, la plupart du temps, c'est même pas conscient en fait. Mais quand tu vois toutes les grosses sociétés, ce que fait Square Enix en ce moment par exemple, utiliser Kickstarter pour enlever le risque de l'éditeur, tout en prenant la part de l'éditeur comme s'il avait financé. C'est compliqué quoi, c'est compliqué, il y a un truc un peu pas pervers, faut bien choisir ses mots, on parle juste de financement de jeux vidéo, il n'y a pas mort d'homme quoi. Donc non, moi je suis très pour le financement participatif, mais à petite échelle, avec des petites sommes, et sans musique Apple derrière avec la petite guitare pour te faire verser ta larme, et qu'on a besoin de vous, sinon ça se fera pas. Regardez toutes nos équipes, comment elles travaillent très dur sur fond blanc. Ce truc de donner une image uniforme du financement participatif, ça va dans le mur, à un moment donné les gens ils auront plus confiance, je pense que ça a déjà pas mal commencé. Et c'est dangereux parce que comme d'hab, c'est les mecs qui font des petits projets et qui ont vraiment besoin de la thune pour terminer, qui seront plus crédibles parce qu'en plus ils seront même pas connus avant de faire le truc. Donc ouais, je reste assez méfiant sur Kickstarter.
Autre passage quasiment obligatoire pour la plupart des jeux indés, Steam fait de son côté partie de l'arsenal dont s'est doté Aurélien Regard pour la sortie de The Next Penelope. Pas tant, cela dit, pour des questions de visibilité que de pragmatisme. On n'est plus à faire connaître un jeu par Steam, il y a trop de jeux sur Steam, les jeux se vendent très peu et t'es noyé. Non, c'est un côté pratique en fait. C'est-à-dire que pour des playtesters par exemple, avoir un build sur Steam, c'est super pratique. Tu le mets à jour quand tu veux, ils peuvent le tester. Pour les journalistes, c'est pareil, pour tout. En fait, Steam est devenu un outil pratique, plus qu'une plateforme de vente. Les jeux en général font des ventes extrêmement médiocres sur Steam en ce moment. Il y a eu plusieurs étapes. Il y avait une sélection à l'entrée et il y avait des jeux d'un niveau suffisant sur Steam. Ensuite, les portes se sont plus ouvertes et ça a été cool parce qu'il y a eu toute une vague de jeux indés mortels qui sont arrivés et qui n'auraient pas été là sinon. Ensuite, il y a eu une plus grosse ouverture et ensuite, il y a eu les soldes qui se sont rapprochés et qui ont donné l'habitude aux gens d'acheter que en solde. Ce qui est logique, hein. Enfin, moi le premier. Pourquoi tu vas payer un jeu 20 boules alors que tu peux le toucher à 1 boule 6 mois plus tard? Le problème maintenant, c'est qu'il y a tellement de jeux en solde que même les soldes ne sont plus des mises en avant. C'est-à-dire que quand tu as 3000 jeux en solde et qu'il n'y en a que 25 d'affichés, les soldes ne sont plus un truc où, ok, tu le vends moins cher, mais ça va faire une mise en avant et tu vendras. Là maintenant, la seule chose qui vend sur Steam, c'est le petit panneau solde pour la journée ou solde de la semaine qui reste. Le reste, soit c'est tiré en random, soit c'est les choses qui sont déjà énormément vendues, qui sont automatiquement par des algorithmes remises en avant. Donc il n'y a plus moyen de découvrir quelque chose sur Steam en fait. Voilà, Steam maintenant c'est un outil qui est très pratique pour distribuer ton jeu, comme si il y a 10 ans tu mettais ça sur un FTP quoi. Steam comme outil pratique, certes, mais encore faut-il pouvoir y accéder, ce qui n'est pas toujours évident. Heureusement, il existe des solutions pour les développeurs indépendants, voire solitaires comme Aurélien, qui peuvent même apporter quelques petits bonus imprévus. Cette solution, c'est le distributeur, et en l'occurrence, Plugin Digital. Distributeur, en gros, il va signer mes deals avec plein de gens avec qui j'aurais pas le temps de parler. Un éditeur allemand qui sort des jeux en boîte dans l'équivalent de Carrefour en Allemagne, un mec qui veut récupérer les droits pour faire un free-to-play en Chine, dans une partie de la Chine. Voilà, des choses comme ça, des bundles, des choses un peu exotiques où en gros il y a des miettes. En termes d'argent, c'est des miettes. Hein, tu vas récupérer 500 balles par-ci, 500 balles par-là, donc c'est pas des deals qui te rendent riche. Et où le temps que moi ça me prendrait de m'en occuper me ferait perdre plus d'argent que si je le fais pas. Plugin Digital, il s'occupe de mettre ton jeu sur Steam sans passer par Greenlight, ça te fait gagner du temps. Et il s'occupe d'aller trouver tous ces deals-là pour toi, parce qu'ils ont l'habitude de bosser avec ces gens-là. On n'est pas éditeur, on ne s'implique pas dans le projet, c'est-à-dire que ce qu'on va trouver bien ou pas bien dans le jeu, on ne te le dira pas, sauf si tu le demandes. Tu fais exactement ce que tu veux, et juste, voilà, on te fait une avance de trésor sur les ventes, et on s'occupe, tu seras peut-être surpris, on va sûrement te ramener des petits deals, et c'est ce qui est déjà en train de se produire. C'est idéal pour des gens qui veulent pas le mauvais côté d'un éditeur, à savoir devoir rendre des comptes à quelqu'un. Si tu veux gérer tes délais toi-même, gérer ton marketing toi-même, c'est idéal ce genre de structure et je savais même pas que ça existait avant de travailler avec eux. Donc voilà, si vous êtes un dé de n'importe où, Plugin Digital ou d'autres dans ce goût-là, j'en connais pas mais ça doit sûrement exister. C'est une très très bonne solution pour garder le contrôle tout en ayant un peu d'aide à côté quoi. Ce petit coup de pouce providentiel, dont l'absence aurait pu signifier la fin du développement de The Next Penelope, donne un petit côté chanceux au projet et conduit à poser la question. Celle que vous avez déjà entendue 1000 fois et qui conclut toute bonne interview à la télé. Dis-nous Aurélien, et si c'était à refaire? Si je devais changer un truc sur la manière dont ça s'est passé, je le ferais peut-être pas. Parce que concrètement c'est des coups de bol qui se mettent les uns à la suite des autres et que j'ai vraiment énormément de chance. Et si je devais le refaire sans avoir autant de chance et autant de bienveillance des gens qui m'entourent, et quand je dis les gens qui m'entourent, c'est des gens que je connais pas personnellement, c'est juste Internet et Twitter. Twitter a changé tout pour moi. Ouais, si les planètes s'étaient pas alignées, si j'avais pas eu des coups de bol comme ça, le jeu il n'existerait pas. Et donc oui, c'était complètement inconscient, mais en même temps c'est marrant quoi. Et puis c'est encore marrant et je pourrais dire que j'aurais fait des choses différemment sur le jeu. Après, vu que je suis en train justement de continuer avec l'Early Access, de l'amener vers ce que les gens veulent et ce que moi je veux et de faire une espèce de fusion de ça pour que tout le monde soit content, je pense pas que j'aurai de regrets à la fin. Donc les Early Access ça a plein de mauvais côtés, il y a trop de gens qui vendent des prototypes qui sont même pas des jeux avec ça, il y a plein d'arnaques etc. Mais du côté public voilà, je peux pas juger, moi j'achète quelques Early Access mais assez peu. Mais c'est forcément le bon côté, c'est que les regrets que tu pourrais avoir, il suffit de faire encore quelques efforts et de continuer de bosser dessus, puis tu corriges quoi. Le
prochain devlog sera donc consacré à ces fameuses critiques et comment je vais essayer d'améliorer les différents aspects du jeu en fonction de vos remarques. Ça devrait être assez intéressant à décortiquer et puis du coup on parlera peut-être plus un peu de technique. Et puis je vous dis à bientôt.